La façon dont nous avons tranché lors du cours précédent le débat concernant le rapport entre langue écrite et langue parlée a une conséquence essentielle sur la façon dont les lettres étaient rédigées. En effet, si les dirigeants de l'époque amorite n'avaient pas parlé l'akkadien, il aurait fallu supposer que les scribes ne mettaient pas seulement par écrit les messages qu'on leur demandait d'envoyer, mais aussi qu'ils en assuraient la traduction. À partir du moment où nous avons conclu que les élites étaient au moins bilingues, la question se pose de savoir à ce moment-là comment ça se passait, à savoir, est-ce qu'ils dictaient les lettres aux scribes, est-ce que ceux-ci les rédigeaient à partir d'indications qui leur étaient fournies, ou bien est-ce que les membres de l'élite étaient capables eux-mêmes d'écrire les lettres qu'ils avaient besoin d'envoyer. Ce sont ces trois points que je vous propose d'examiner aujourd'hui successivement. On commence par la dictée. On a bien l'impression que, dans certains cas, le scribe écrivait directement sous la dictée, et c'est un point qui a déjà été remarqué par André Finet. Je le cite, « Une lettre dictée, c'est souvent de l'akkadien parlé, avec ses incohérences, ses redites, ses phrases bousculées, ses fautes, pour ne rien dire de l'écriture. Ainsi, les archives de Mari comportent l'une ou l'autre diatribe dans lesquelles le roi d'Assyrie, Shamshi-Adad, ou Samsi-Adou, comme vous voulez, laisse éclater une indignation qui ne se plie pas toujours aux règles de la grammaire et du style et s'exprime avec force redondance. » Et cet auteur donne quelques références à l'appui de cette déduction. J'ajoute, par rapport au débat que nous avons déjà eu, que le fait que Yasmaradou ait été incapable de comprendre et de parler l'amorite prouve bien que les lettres en akkadien qu'il recevait de son père étaient bien dictées en akkadien par Samsi-Adou directement. Le seul exemple explicite de dictée a été publié 2 ans plus tard, en 1988. Il vient de la ville d'Andarig, au sud du Djebel Sinjar. Un prophète Apiloum voulut transmettre un message de la part du dieu Shamash au roi de Mari Zimrilim. Craignant apparemment que Yassimel, qui était le représentant local du roi de Mari, ne déforme ou ne censure son discours, le prophète refusa de lui communiquer le message du dieu et exigea qu'il lui procure un scribe à qui il puisse dicter la lettre. Et Yassimel, donc le représentant de Zimrilim, relate ainsi l'affaire au roi de Mari. Autre chose, Atamroum, le prophète Apiloum de Shamash, est venu me trouver et il m'a dit « Envoie-moi un scribe discret que je lui fasse écrire le message que le dieu Shamash m'a envoyé pour le roi. » Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai envoyé Utukam et il a écrit cette tablette. Et cet homme, c'est-à-dire le prophète, a fait se tenir pour moi des témoins. Voici ce qu'il a dit, fais porter cette tablette rapidement. J'ai modifié sur 2 points la traduction de l'édition Princeps. On voit que le prophète, après avoir fait écrire par un scribe la tablette, la remet, certainement sous enveloppe, comme c'était la coutume, on en reparlera plus tard, la remet donc devant témoin à Yassimel, de façon que ce dernier soit contraint de la faire suivre au roi de Mari, mais sans qu'il ait pu prendre connaissance de son contenu. Yassimel s'exécuta et nous avons la chance extraordinaire de posséder à la fois la lettre de Lapiloum et la lettre d'accompagnement du général Mariotte. La lettre dictée par le prophète commençait ainsi, dit à Zimrilim, ainsi parle le prophète Apiloum de Shamash, et ensuite on a le message du dieu, ainsi parle Shamash, je suis le maître du pays, etc., etc. La prophétie en tant que telle ne nous intéresse pas ici, c'est le processus de sa mise par écrit qui est intéressant. Et on peut voir sans l'ombre d'un doute que la graphie de la lettre dictée par le prophète est très différente de la lettre envoyée au même moment par Yassimel. Elle a donc bien été écrite par un autre scribe, très vraisemblablement cet Utukam qui est mentionné par Yassimel. C'est donc le seul exemple explicite de dictée, mais manifestement,
C'était quelque chose qui était pratiqué couramment. En effet, beaucoup de lettres font allusion à la façon dont la lettre a été mise par écrit et emploie un verbe shutawum, dont je pense que c'est le mot pour signifier dicter. Cette expression a été comprise jusqu'à présent de plusieurs façons. Les dictionnaires traduisent de manière différente. Dans le dictionnaire de von Soden, on trouve réfléchir, en allemand überdenken. Dans le dictionnaire de Chicago, on a l'essence de discuter, considérer, évaluer, to discuss, to consider, to ponder, ou encore réciter, to recite. Wolfgang Heimpel a publié une étude sur ce verbe il y a maintenant une vingtaine d'années, et il considérait que shutawum était le dénominatif de tawitum, et donc ça signifierait, dans le cas des lettres, rédiger l'adresse. Je pense que cette proposition est à écarter, mais je ne rentre pas dans les détails un peu techniques qui permettent de réfuter cette idée. Jean-Robert Cuper, de son côté, avait traduit d'une manière un peu générale, faire rédiger une tablette, et il a été suivi par Maurice Biraud. Les deux premiers, à ma connaissance, qui est traduit par dictée sont Stéphane Maul et Jean-Marie Durand. Et donc, il faut trancher, je dirais, entre une traduction générale, faire rédiger une tablette, et une traduction plus précise qui est dictée. Alors, j'ai repéré des emplois du verbe shutawum avec d'autres verbes dans 4 combinaisons différentes. La plus fréquente, c'est combine shutawum avec le verbe shubulum qui signifie faire porter. Voici un exemple. Lorsque j'eus entendu la tablette de Monseigneur, donc la lettre qui a été envoyée à la personne qui écrit, j'ai shutawum une tablette et l'ai fait porter à Zakira Hamou. Et vous voyez que si vous traduisez j'ai fait rédiger ou bien j'ai dicté, ça marche dans les deux cas. Donc ici, on ne peut pas trancher contextuellement entre les deux traductions possibles. Autre exemple, à présent, s'il plaît à Monseigneur qu'il, shutawum, une tablette destinée à Tamrel et qu'on me la porte afin que moi je la lui fasse porter. Là encore, on ne peut pas décider du sens précis de shutawum à partir de cet exemple, mais on voit bien qu'il y a 2 temps, le moment où la lettre est rédigée, quel que soit le mode de rédaction, et le moment où la tablette est transportée. On a une variante dans laquelle... on a encore un dernier exemple qui est intéressant. J'ai shutawum la réponse à sa tablette, donc à sa lettre, des paroles nombreuses, et la lui ai fait porter. Donc là, on qualifie le message en indiquant qu'il est long, important, mais là encore, on ne permet pas de trancher. Une variante, c'est tupam shutawum ou chaparum. Autrement dit, shutawé, une lettre, si on peut franciser le terme, et ensuite le verbe chaparum qui signifie envoyer un message, ici par écrit. Donc j'ai shutawum une tablette et elle est envoyée à Monseigneur. Donc on a chaparum au lieu de shubulum, mais ça ne change pas beaucoup. Vous voyez que tous ces exemples ne permettent pas de trancher entre une traduction faire rédiger et dicter. Alors, on arrive à la 3e combinaison. Cette fois-ci, le verbe shutawum est complété par un autre verbe qui est shushturum. Shushturum, c'est le factitif du verbe qui signifie écrire. Donc, shushturum, c'est faire écrire. Et ensuite, on a encore le verbe shubulum, faire porter. Donc ici, à partir du moment où shutawum est distingué de shushturum, la question est de savoir qu'est-ce que ça peut signifier. On fait shutawum et ensuite on fait écrire. J'ai shutawum une réponse à sa tablette et à son message, et l'ayant fait écrire sur une tablette, je viens de la lui faire porter. S'il me retourne réponse à ma tablette, j'enverrai un rapport complet à Monseigneur. Donc,
Ici, la distinction entre Shutawum et Shushturum est telle qu'on comprendrait mal une opposition entre faire rédiger et faire écrire, alors que formuler, dicter et faire écrire, ça correspond beaucoup mieux. Donc là, on commence à s'approcher d'une démonstration, je dirais, du fait que Shutawum veut bien dire dicter. On a un texte qui distingue trois verbes différents, chaparum, envoyer un message, shutawum, éventuellement dicter, et puis kabum, dire. C'est un extrait du traité entre Ibalpiel Deshnuna et Zimrilim, et la traduction que j'avais publiée en 1991 dans les Mélanges Garelli doit être légèrement modifiée de la façon suivante. Rien de ce qu'ils me diront, je ne le communiquerai par messager, ni ne le shutawum, je ne parlerai pas à mes serviteurs de cette information secrète. Autrement dit, le serment que prête ici le roi de Marie exclut toute communication d'une information secrète, qu'elle soit directe, c'est-à-dire par oral, là à Kabou, je jure de ne pas parler, de ne pas dire, ou encore indirecte, que ce soit par oral avec le verbe chaparum, envoyer un message, ou encore par écrit avec shutawum. Et finalement, le passage le plus clair se trouve dans un texte inédit, une tablette malheureusement assez abîmée, qui n'a pas conservé le nom de son expéditeur, où on lit ceci. « Si ce discours plaît à Monseigneur, que la réponse à ma lettre me parvienne en toute hâte, afin que je puisse écrire, et que tout ce que j'ai dans mon cœur, je puisse le shutawum et l'écrire. Sinon, que Monseigneur m'écrive dans un sens ou dans un autre. » Ici, on voit bien que shutawum signifie quelque chose comme s'exprimer, littéralement formuler ce qui est dans mon cœur, et donc ça revient bien à dire dicter. Un dernier élément, sur la même racine que ce verbe shutawum, on a le mot tawitum qui désigne le libellé, le formulaire, notamment pour une question divinatoire, comme je pense l'avoir montré dans une note de Naboo déjà ancienne. Par conséquent, shutawum, au sens strict, signifie fixer le libellé d'un texte. Et donc, lorsqu'il s'agit de la composition d'une lettre, bien entendu, ça veut dire dicter. Je pense donc que l'existence d'une dictée en langue akkadienne peut être établie à la fois sur la base de la forme de certaines lettres écrites à la hâte en suivant quelque chose manifestement qui a été dicté, par le fait qu'on a au moins un exemple explicite et par le fait que beaucoup de lettres emploient ce verbe shutawum dont je pense qu'il est maintenant établi qu'il signifie dicter. Deuxième possibilité, c'est la rédaction par un scribe. Le plus souvent, en effet, les rois se contentaient d'indiquer à leur secrétaire l'essentiel du message à écrire. Quelques tablettes contiennent manifestement les notes qui ont été prises lors d'un entretien du roi avec son secrétaire. Ces tablettes servaient de canevas au texte définitif établi par le scribe. Elles ont été publiées par Francis Johannes dans trois références différentes, d'abord dans RM23, et puis il y en a eu des exemples supplémentaires dans les mélanges Biro, et pour finir, un autre dans une note de Naboo, et Philippe Abrahami a repéré qu'il y avait des textes analogues dans les textes de Tenrima. La désignation moderne de tels documents, c'est mémorandum. On peut dire que ces tablettes se caractérisent de deux manières. D'abord, matériellement, on a généralement affaire à des tablettes extrêmement frustes, assez épaisses, à la forme irrégulière, et où on peut repérer des traces de recyclage, c'est-à-dire des lignes qui ont été effacées volontairement par le scribe. Par ailleurs, du point de vue de la rédaction, on a affaire à des phrases qui sont sans lien entre elles et qui commencent toutes par « Hachum » au sujet de. En voici un exemple, un seul texte, au sujet du fait de ne pas avoir d'entrevue,
au sujet du fait de ne pas parler avec Hammurabi et Carnélim, au sujet du fait de ne pas envoyer de messagers, au sujet de l'avis à formuler ainsi, là où je veux écrire, j'écrirai, là où tu ne veux pas écrire, eh bien, tu n'écriras pas. Au sujet du fait de ne pas écrire à Hammurabi et Carnélim quand il y a difficulté, donc même chose que le deuxième sujet, mais avec quelque chose de plus complété, au sujet de l'affaire des pères des Bédouins, au sujet du fait de ne pas garder tout ce qui est par devers toi à libérer, et enfin, au sujet du fait de ne pas renvoyer sur le trône de la maison de leur père les fils du prince. On a bien l'impression, à lire un tel document, qu'il s'agit de notes prises par le scribe royal lors d'un entretien avec le souverain. On a parlé donc de mémorandum, mais on voit que dans certains passages, ces textes servaient à noter des phrases clés pour la rédaction de lettres, comme ici, au sujet de l'avis à formuler ainsi, là où je veux écrire, j'écrirai, là où tu ne veux pas écrire, eh bien, tu n'écriras pas. C'est bien un morceau de lettre qui, cette fois, a été dicté très précisément et qui sera par la suite inséré dans la lettre que le scribe devra rédiger. Le scribe était donc un véritable rédacteur. Et on peut remarquer à cet égard que le style des lettres répond à une rhétorique relativement rigide. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de restaurer les passages lacunaires. Et on peut remarquer par ailleurs que les tablettes qui échappent à la norme en matière de format ou de syllabaire se caractérisent généralement aussi par une syntaxe et un style particulier, tablettes qu'on a quelquefois qualifiées de barbares, en tous les cas, qui ont été rédigées selon un autre code, peut-être un peu plus proche de la langue parlée. L'avantage de cette façon de faire, autrement dit, de rédiger sur les indications de l'expéditeur au lieu de rédiger sous la dictée, permettait au scribe d'éviter diverses contraintes. D'abord, la rapidité dans l'inscription du texte, en particulier quand les rois commençaient à s'énerver. Donc on peut supposer que sous le coup de la colère, Samsiadou accélérait le débit, et le malheureux scribe qui devait prendre sous la dictée le contenu de la lettre devait parfois avoir des moments difficiles. Eh bien, cette façon de faire, indiquer des éléments pour une lettre qui sera rédigée tranquillement après par le scribe, c'est évidemment un avantage. Autre avantage, bien sûr, c'est la question de la taille de la tablette. Pour avoir une tablette d'une taille qui convient au contenu du message, eh bien c'est plus facile, évidemment, si vous savez à l'avance ce qu'il va falloir écrire, alors que sous la dictée, on ne sait jamais quel sujet supplémentaire va passer par la tête de celui qui vous dicte la lettre, et à ce moment-là, vous aurez des difficultés à tout faire tenir sur l'espace. Ça nous arrive souvent d'avoir des tranches latérales sur lesquelles la lettre se termine et le scribe écrit avec des caractères de plus en plus petits parce qu'il sent arriver la fin de l'espace disponible. Pour l'épigraphiste moderne, c'est une épreuve, mais on voit bien aussi que c'était une épreuve pour le scribe ancien. Il peut arriver que le scribe se trompe dans le calibrage de sa lettre et que donc l'utilisation de la tranche gauche n'est pas la preuve que la lettre a été écrite sous la dictée, mais en tous les cas, il était plus facile donc d'avoir une tablette de la bonne taille. Ne pas gâcher d'argile, je sais bien que ça ne valait pas très cher, mais malgré tout, plus vous avez une tablette qui est grande, plus c'est encombrant, plus c'est lourd pour le facteur, et on y reviendra à propos du transport des lettres. Donc il valait mieux avoir une tablette qui soit exactement proportionnée à la taille du message. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que nous n'avons pas d'exemple pour lequel nous disposerions à la fois du mémorandum, un texte du type de ce que je vous ai lu, et de la lettre correspondante, mais il n'y a pas lieu de s'en étonner, parce que le mémorandum, lui, était conservé dans le palais de Marie, alors que la lettre, elle était logiquement expédiée à son destinataire. Par ailleurs, il faut mentionner le fait qu'on a un certain nombre de lettres qui n'ont pas été envoyées à leur destinataire, et dans des cas de ce genre, il peut s'agir de brouillons. C'est sans doute le cas de plusieurs missives de Yasmaradou, et on en a d'autres exemples encore. La qualité de rédaction du scribe était manifestement variable, tout comme pouvait l'être la clarté du message dicté.
Et Ishme Dagan se plaint à une occasion à son frère Yasmaradou d'avoir reçu une lettre qui n'était pas bien explicite. Dans ta lettre, tu ne t'es pas expliqué clairement. Sans doute, tout ce que je t'ai écrit ne t'a-t-il pas été agréable, et arrive maintenant la concession. Maintenant, quoi qu'il en soit qui t'agrée, écris-le-moi, que je fasse tout ce que tu m'écriras. Donc, une lettre désagréable envoyée par Ishme Dagan à son frère, à laquelle Yasmaradou a répondu dans des termes sans doute volontairement flous, et Ishme Dagan voudrait qu'on passe à des choses plus explicites. Mais le reproche de manque de clarté a été aussi adressé à Yasmaradou par son père, Samsiadou. Étant donné que Yachoubel, l'homme de Toutoul, est mort, tu m'as écrit pour installer à sa place Rabdouma Dagan. Comment vois-tu l'affaire? Ta tablette n'est pas explicite. Est-ce que tu comptes l'installer là-bas complètement? Et installeras-tu un autre responsable de service? Et puis la lettre continue avec davantage de détails. On comprend dans ces conditions qu'un travail tel que celui de la rédaction des lettres royales ne pouvait pas être accompli par n'importe quel scribe. Il s'agissait d'une tâche de confiance que seul un proche du souverain était à même de remplir. Et nous en avons la preuve formelle lorsqu'Ishme Dagan, qui n'avait pas écrit de ses nouvelles à son frère Yasmaradou depuis longtemps, donna comme excuse l'absence d'un certain Limi Addou qui lui servait manifestement de secrétaire. Précédemment, tu m'as envoyé une lettre, mais je venais de rentrer d'une expédition et j'avais envoyé Limi Addou pour qu'il organise son domaine. Il n'y avait personne pour écrire un message complet, un temum gamrum. Aussi, ne t'ai-je pas envoyé de réponse à ta lettre. Alors il n'est pas vraisemblable qu'il n'y ait pas eu alors d'autres scribes dans l'entourage d'Ishme Dagan, mais ce qui lui fait défaut à ce moment-là, c'est un scribe capable d'écrire un temum gamrum, ce qu'on peut comprendre ici contextuellement comme une lettre circonstanciée. Parfois, un roi pouvait vouloir garder une affaire secrète, et dans ce cas-là, il pouvait avoir recours à un autre scribe que son secrétaire habituel. On a là une scène savoureuse qui se passe à Alep, au moment où le jeune roi Hammurabi reçoit le secrétaire de Zimrilim, Shunoucharalou. Eh bien, il voulait faire parvenir un message à Zimrilim, et donc il s'adresse à Shunoucharalou en mission à Alep de la manière suivante. Voici ce qu'il, c'est-à-dire Hammurabi d'Alep, m'a dit, écrit Shunoucharalou à Zimrilim. Il y a une affaire secrète dont je veux t'entretenir. Demain à l'aube, approche-toi de la porte du palais pour que je te la dise, écris-la sur une tablette et fais-la porter à ton seigneur. Voilà ce qu'il m'a dit. On voit au passage que la procédure envisagée par le roi d'Alep n'est pas la dictée. Il dira l'affaire à Shunoucharalou, et c'est Shunoucharalou qui la mettra par écrit, autrement dit, qui effectuera la rédaction. Manifestement, le jeune roi d'Alep n'avait qu'une confiance limitée dans la discrétion de son propre scribe, et comme il est ici question de l'acquisition du domaine d'Alartoum par le roi Zimrilim, qui est une affaire qui entraînait une opposition avec la reine-mère, la terrible Gachéra, eh bien, on peut penser qu'Hammurabi redoutait que son secrétaire informe aussitôt sa mère du contenu de la message. On notera à ce sujet qu'il n'existe pas, à notre connaissance, un serment des scribes analogue au serment des devins, dont le texte a été conservé dans les archives de Marie, par lesquels les scribes seraient contraints d'observer le secret professionnel de la même manière que leurs collègues devins. Étant donné la multiplication des serments de ce genre, comme celui des gouverneurs que j'ai publié il y a quelques années, eh bien, on peut penser que cette absence doit être imputée au hasard des fouilles et que les secrétaires, comme les devins, comme les gouverneurs, prêtaient un serment au roi au moment où ils entraient en fonction, serment dans lequel ils s'engageaient à respecter la discrétion nécessaire. J'ai fait allusion tout à l'heure à la taille de la tablette. On a quelques lettres qui font explicitement allusion au fait que le texte aurait pu être moins bref, mais qu'on n'a pas estimé nécessaire de s'étendre davantage sur le sujet. Et c'est le ministre Abdou Malik qui fait allusion à la nécessité d'être bref pour que le message ne dépasse pas les limites d'une tablette.
Il écrit « Je suis allé à Karana et j'ai transmis à Ascouradou toutes les instructions que mon Seigneur m'avait données. Pourquoi m'attarderais-je davantage à écrire à mon Seigneur ? Afin que les informations ne soient pas si abondantes qu'on ne puisse les écrire sur une tablette, j'ai résumé l'essentiel de l'affaire et je l'ai écrit à mon Seigneur. » Le caractère plus ou moins circonstancié de la rédaction des lettres pouvait d'ailleurs être un sujet de doléance. Ainsi, le général Yassim Dagan, à un moment où il était en poste en Babylonie, se plaignit amèrement au secrétaire du roi de la qualité dissymétrique de sa correspondance avec le souverain. « Toute information que je peux voir, je la fais porter de manière détaillée au roi. Mais si une lettre du roi arrive chez moi, c'est pour me dire « Vu que l'arrivée d'un tel est proche, je ne t'ai pas écrit de manière détaillée. » Lorsqu'on m'écrit, on m'écrit sans détail. Donc, des rapports circonstanciés envoyés par Yassim Dagan au roi et, en retour, des lettres royales extrêmement brèves et laconiques. Le général ne trouve pas cela correct et il s'en plaint à Shounouraralou. Et comme c'est Shounouraralou qui rédigeait les lettres du roi, bien entendu, c'est un reproche qu'il lui adresse indirectement. Ce texte, donc, confirme ce que d'autres documents nous montrent, à savoir que Shounouraralou écrivait bien le courrier de Zimrilim. Pendant longtemps, le rôle de Shounouraralou dans la lecture du courrier de Zimrilim a été souligné, on y reviendra, mais on n'avait pas relevé l'aspect symétrique de son activité de secrétaire, c'est-à-dire l'écriture des lettres royales. Et Jack Sasson, dans un article déjà ancien, en 1988, faisait allusion à des lettres que Shounouraralou lui-même dictait, donc avec l'idée que ce n'était pas lui-même qui écrivait, alors qu'il est clair qu'il écrivait ses propres lettres et il écrivait aussi les lettres du roi. Un autre passage le montre, qui n'avait pas été compris au moment où il a été édité. C'est une lettre de la princesse Inibshari, lettre adressée à Shounouraralou, le secrétaire du roi. Je cite ici la traduction de Jean-Marie Durand dans le volume 18 de la Lapo. « Lorsque le roi t'aura donné les grandes lignes de la tablette, écris de fermes propos sur la tablette et fais-la lui porter, lui étant le roi Ibaladou. » Alors, Dossin et Finet avaient cru qu'il était question ici de la rédaction d'un contrat de fiançailles, comme ils l'ont indiqué dans le résumé de la lettre. Pas du tout. Inibshari annonce l'arrivée à Ashlaka de sa dot, et ensuite elle demande à Shounouraralou de rédiger de manière dure, pour reprendre son expression, la lettre destinée à son époux Ibaladou, lettre dont Zimrilim, bien entendu, aura donné l'essentiel. Et c'est sans doute ce passage qui est le plus clair pour montrer comment le scribe, à partir d'un canevas qui lui a été donné par l'expéditeur de la lettre, et ici ça se dit tupam wurum, procède à la rédaction, ce qui se dit en acadien awatam ina tupim shatarum, donc écrire l'affaire sur une tablette. Il y a donc bien la distinction entre deux temps, le moment où l'on donne les instructions nécessaires et le deuxième temps, lors duquel le scribe procède à la rédaction, à la mise par écrit du message. Nous avons vu comment l'expéditeur pouvait dicter une lettre ou bien comment il pouvait donner des instructions à un scribe qui se chargeait de la rédaction. Reste un troisième cas à envisager, celui où l'expéditeur rédigerait lui-même son courrier. La question se pose de savoir qui, parmi les gens de l'entourage des souverains, était capable d'écrire personnellement. Alors on va commencer par voir comment la question de l'aptitude à lire et à écrire a été posée de manière générale par les assyriologues, puis nous envisagerons de manière plus précise les témoignages nombreux des archives de Marie, non seulement sur la capacité à écrire, mais aussi sur la faculté de lire, car il serait artificiel de séparer ces deux facettes. Et nous avons d'ailleurs la preuve
que les deux allaient de pair. Je l'ai déjà indiqué, Shunuraralu, le secrétaire de Zimrilim, non seulement écrivait, mais aussi lisait, au moins en partie, le courrier du roi Zimrilim. Un fragment de lettre acéphale montre deux fonctionnaires, dont l'identité nous reste inconnue, lisant eux-mêmes une lettre du roi et lui répondant aussitôt. Nous avons lu la lettre, autrement dit la tablette sur le texte akkadien, que notre Seigneur nous a donnée, et nous avons écrit la réponse à sa tablette. Et le document est intéressant parce que le verbe chatarum, ici, est employé au système 1, nishtur, et non pas au factitif, qui serait le système 2 ou encore le système 3. Donc il y a bien un lien entre le fait de lire et aussitôt de répondre en écrivant. Pendant longtemps, les assyriologues ont considéré que savoir lire et écrire était l'apanage d'une petite caste, celle des scribes. Landsberger a très bien résumé cette position, qui se voulait elle-même une réaction contre un consensus plus ancien. On doit critiquer sévèrement, comme romantisme trompeur, la conception de la soi-disant sagesse sacerdotale, et il a ici gardé le terme allemand de Priesterweisheit alors qu'il écrivait en anglais depuis Chicago, ce qui visait le collègue allemand qui avait écrit cela. Donc la conception de la soi-disant sagesse sacerdotale que l'on trouve encore dans des manuels de deuxième main. Les scribes, bien que la plupart d'entre eux aient été profondément religieux, étaient un groupe complètement laïque. Les prêtres, aussi bien que les rois, quelques exceptions mises à part parmi ces derniers, et les gouverneurs et les juges étaient illettrés. Un peu plus bas, on a l'impression qu'il nuance légèrement sa pensée, mais vous allez voir que ça ne va pas très loin. Peut-être y eut-il des périodes limitées comme la troisième dynastie d'Ur ou la période paléo-babylonienne, où les élites et les principaux administrateurs envoyaient leurs fils à l'école. Mais c'est un phénomène très isolé, et je soupçonne que ceux qui étaient envoyés à l'école dans ces circonstances n'y apprenaient généralement pas grand-chose. Ils appartenaient à la catégorie du dupsachorum, le scribe qui pouvait seulement lire un peu et écrire une lettre avec beaucoup d'erreurs, dont nous avons maintenant à souffrir en lisant leurs lettres. Eh bien, cette façon de penser est aujourd'hui à remettre en cause. La première exception qui ait été envisagée, c'est celle des marchands assyriens du début du deuxième millénaire. On a d'abord remarqué la simplicité du syllabaire qu'ils employaient, avec seulement une centaine de signes d'usage courant, et le contenu même de certains textes ont convaincu quelques auteurs que la capacité à lire et à écrire était largement répandue chez les marchands paléo-assyriens, même si Landsberger lui-même n'y croyait pas, puisque dans le même article que celui que j'ai déjà cité, il écrivait aussi « Le recours privé à des scribes était limité, la seule exception était formée par les colonies assyriennes où tous les marchands avaient des scribes ». Et bien entendu, ceci signifie de manière implicite que les marchands étaient incapables d'écrire eux-mêmes ou de lire les documents qui concernaient leurs affaires. C'est pour l'essentiel au début des années 2000 que le consensus sur le rôle des scribes comme médiateur obligé a été remis en cause par Klaus Wilke et par moi-même. Klaus Wilke a estimé la connaissance du cunéiforme assez largement répandue dans les couches sociales supérieures des villes à la fin du IIIe et au début du second millénaire. Son étude repose sur 3 enquêtes. Il examine d'abord les données archéologiques. Son idée est que si les habitants de la Mésopotamie antique étaient capables de lire et écrire, ça doit avoir laissé des traces dans les zones d'habitat. Il a donc essayé de regrouper tous les cas où on a retrouvé des tablettes dans des maisons, et il montre qu'à toutes les époques, la proportion des domiciles où étaient conservées des tablettes est importante. Entre une maison sur 4 et une maison sur 3 dans la ville d'Achour, environ la moitié dans la ville d'Our, etc. J'ajoute que les découvertes récentes ont encore augmenté ce pourcentage à Our, puisque dans les 3 maisons qui ont été fouillées cette année, toutes les 3 ont livré des textes. Mais il faut nuancer ces considérations de 2 manières.
D'abord, ne pas oublier de rappeler que les quartiers qui ont été fouillés sont, pour l'essentiel, ceux habités par les élites. Et donc, ça n'indique pas, bien entendu, quelque chose qui serait valable sur l'ensemble de la population. Et par ailleurs, conserver ces titres de propriété, ces créances, etc., dans ces archives, ne signifie pas forcément être capable de lire ces textes et encore moins de les écrire. Donc, cet argument est à prendre de manière, je dirais, nuancée. La deuxième approche de Wilcke consiste à repérer dans les textes eux-mêmes la preuve qu'ils ont été écrits par les intéressés. Et il cite quelques documents où apparaît une première personne qu'il juge révélatrice. Il étudie aussi systématiquement les expressions qu'on trouve fréquemment dans les lettres « en voyant ma présente tablette », qui alterne avec « en écoutant ma présente tablette », et il juge cette permutation significative. Lorsqu'on a « en écoutant ma présente tablette », pour lui, ça veut dire qu'on se fait lire son courrier par un scribe, mais lorsqu'on a « en voyant ma présente tablette », ça veut dire que celui qui écrit la lettre suppose que le correspondant auquel il s'adresse sera capable de la lire en personne. La troisième partie de son étude est consacrée aux déviations qu'on trouve dans certains textes par rapport à la norme. Là, Wilcke s'intéresse surtout à la notation phonétique du sumérien dans les contrats de l'époque d'Urtwa, et il considère cela comme des indices d'une écriture par un non professionnel. Il a donc une double conclusion. D'une part, la maîtrise de l'écrit n'était pas confinée aux seuls professionnels que sont les scribes, elle était aussi le fait des membres de l'élite sociale, hommes et parfois femmes. Mais il nuance cette affirmation en ajoutant que la connaissance passive de l'écriture, savoir lire, était sûrement plus développée que la connaissance active, savoir écrire. Pour l'époque paléo-babylonienne, la présence de nombreuses écoles à Nippur dans les deux quartiers dénommés par les archéologues TA et TB avait conduit Elizabeth Stone à écrire dès 1987 les écoles scribales qui ont été retrouvées dans ces deux zones, ainsi que les tablettes scolaires d'autres maisons, suggèrent que l'éducation scribale était disponible pour la plupart des membres de cette société urbaine. Donc l'idée, c'est que la plupart des gens dans ces villes recevaient une formation à la lecture et à l'écriture. Et j'ai moi-même montré dans ma thèse sur le clergé d'Our, à la même époque, que l'opposition esquissée entre Landsberger, entre des scribes laïcs et des prêtres illettrés, était absolument contraire à l'évidence que nous donnaient les quartiers habités par le clergé dans la ville d'Our, dans lesquels on a pu retrouver de très nombreux textes, et certains étant clairement le produit de l'activité des prêtres eux-mêmes. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet de manière générale, en me permettant de vous renvoyer au premier chapitre de mon livre sur lire et écrire à Babylone. J'ajouterai simplement une remarque par rapport à un article qui est paru depuis, qui est dû à Nick Veldois, consacré au niveau de la literacy, on n'a pas de mot en français pour ça, hein. Donc les différents niveaux dans la capacité de maîtrise de l'écriture. Il a indiqué qu'on avait surtout dans les découvertes archéologiques l'indice d'une formation relativement uniforme, qu'il s'agisse de Nippur, d'Our ou d'autres endroits, mais qu'il y avait peut-être une forme de capacité fonctionnelle à lire et à écrire à un niveau inférieur à ce qu'on trouve dans la plupart des écoles. Et il disait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'en ait pas de témoignages. Et là, il est dommage qu'il ait oublié le cas des femmes scribes des cuisines de Marie, auquel j'ai déjà fait allusion dans son travail sur la population féminine des palais de Marie. Nele Ziegler avait indiqué l'existence de 3 femmes scribes qui sont connues, et elle est revenue l'année dernière sur cette question en montrant que, de façon certaine, ces 3 femmes scribes avaient écrit les petits contes de céréales qui étaient consommés pour les repas du roi. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ces 3 femmes
était vraiment capable de faire autre chose que de petits documents de comptabilité de ce genre. On n'en sait rien, mais il n'est pas exclu qu'on ait ici un exemple de femme scribe avec un niveau de compétence restreint. Peut-être bien que ces femmes auraient été incapables d'écrire des lettres. Et on retrouve ici ce que j'indiquais tout à l'heure à propos de l'excuse d'Ishmedagan pour ne pas avoir répondu. Il n'y a ici personne qui puisse écrire un Temum Gamrum. Il y a bien des gens qui sont capables de tenir des documents de comptabilité, mais pas d'écrire une lettre. Alors, si l'on restreint donc l'enquête aux sources de Marie, eh bien, on doit dire que pendant longtemps a prévalu l'image de haute sphère fondamentalement illettrée. Par exemple, Krauss avait écrit une impression préliminaire nous vient de Marie. Le ministre de l'économie Chandabakoum Yassim Soumou, décrit par Biro, montrerait, d'après les lettres qu'il a publiées, que celui-ci a été formé au sein de l'école des scribes, mais je ne sais pas, écrivait Krauss, s'il y a une preuve de cela. Sasson mentionne la capacité à écrire de hauts fonctionnaires à l'époque du règne de Yasmaradou et de Zimrilim, mais en même temps, il apporte un argument très convaincant pour l'analphabétisme des fonctionnaires de la cour de Zimrilim. Ça, c'était l'état des dossiers dans les années 80. Depuis, on s'aperçoit que beaucoup de fonctionnaires étaient capables de lire et éventuellement d'écrire. Et donc, l'idée que les détenteurs du pouvoir dépendaient entièrement de scribes spécialistes pour se faire lire leur courrier n'est pas à retenir. Alors, on va passer en revue différentes catégories, en commençant par les administrateurs. On peut dire que le fait que les hauts responsables de l'administration de Marie aient su eux-mêmes lire et écrire, ce n'est pas quelque chose de très étonnant. En tous les cas, c'est un fait qui apparaît de plus en plus clairement. Par exemple, à l'époque de Yardunlim, donc avant le règne de Yasmaradou, le plus haut responsable du palais de Marie, Hamatil, est décrit sur son sceau comme scribe. Il porte le titre de Doubsar. Et sous Imrilim, nous avons ce personnage de Yassim Soumou auquel Krauss faisait allusion. Eh bien, ce que disait Maurice Biro à propos du fait qu'il était capable de lire et d'écrire, ça reposait sur le sceau du personnage, qui était encore inédit à l'époque où Krauss s'étonnait de ne pas avoir de preuves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux sceaux. Le plus ancien porte le titre de scribe et le plus récent porte le titre de ministre de l'économie, Chandabakoum. Et donc, ceci montre bien qu'il y a eu une promotion, mais que Yassim Soumou, en effet, était passé par l'école et maîtrisait parfaitement la lecture et l'écriture du cunéiforme. Mukanichoum, dont on connaît l'importance dans la gestion des produits artisanaux, est qualifié de scribe dans un texte et d'intendant, chatamoum, dans un autre. Donc on peut penser qu'on a affaire à un cas du même genre. La question, bien sûr, qu'on peut se poser, c'est de savoir jusqu'où allaient leurs compétences. Mais enfin, supposer qu'ils auraient été incapables de lire et d'écrire des lettres est assez peu vraisemblable. Alors, je l'ai indiqué, les textes administratifs sont plus simples, d'une certaine manière, que les lettres, du fait qu'ils comportent essentiellement des chiffres, des idéogrammes et des noms propres. Et nous avons tendance à oublier, dans notre culture obnubilée par l'alphabet, que l'emploi des idéogrammes, lorsqu'ils sont en nombre limité, ce qui est le cas par exemple des repas du roi, est bien plus simple que celui des signes phonétiques. Là, il faut faire un changement de paradigme dans notre conception de l'écriture. Par ailleurs, la notation des noms propres était régie à l'époque paléo-babylonienne par une codification différente du reste de la prose, avec un syllabaire archaïsant. Et ici, une lettre de Bardilim est intéressante. Le gouverneur de Marie écrit au roi « Voilà que j'ai écrit, littéralement, Ashtour, une tablette concernant
leurs gens, il s'agit des nomades benjaminites, ville par ville, et que je viens de l'envoyer à mon seigneur. Si Bardilim avait eu recours à un scribe pour écrire la tablette, il aurait employé, comme on le fait d'habitude, le factitif du verbe chatarum, mais ici, il emploie le système 1, donc j'ai écrit. Et le plus vraisemblable est donc qu'il a écrit en personne cette tablette, qui n'était qu'une simple liste de noms propres. Alors, on ne pourra pas retirer de ce passage la preuve que Bardilim était capable d'écrire des lettres, mais cela me paraît tout à fait probable. Et on peut le montrer pour certains de ses collègues gouverneurs. Par exemple, Iturazdu, qui a été successivement gouverneur de Mari, puis de Katunan et enfin de Nahur, eh bien, il écrit au roi « Jusqu'à présent, je n'ai pas envoyé de message à mon seigneur ». Et ici, c'est le verbe chaparum qui est employé dans un premier temps. Et ensuite, par contraste, il ajoute « À présent, j'inscrirai les nouvelles sur une tablette ». Et c'est le verbe chatarum au système 1 qui est ici employé. Un autre exemple est fourni par cette lettre de Idin Dagan à Darish Libour et montre que ce dernier, vraisemblablement le barbier du roi, lui aussi savait écrire, puisque son correspondant lui écrit ainsi « À présent, si tu es vraiment mon frère et si tu m'aimes, écris-moi les nouvelles complètes que tu as entendues de la bouche du roi et fais-les-moi porter. » Et là encore, « écris-moi », c'est le verbe au système 1. Il ne demande pas « fais-moi écrire » ou bien « envoie-moi des nouvelles », mais il emploie le verbe « écrire » qui est le verbe technique. Il en allait de même à un échelon moins élevé. On peut citer par exemple une lettre où un intendant nommé Enlili-Push écrivait à Zimrilim « La tablette de Monseigneur que Kalaloum et Hammurabi m'ont apportée était effacée. Aussi n'ai-je pu la lire. » Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Il est possible que lorsque la lettre a été mise sous enveloppe, elle n'était pas suffisamment sèche. On reviendra sur la question de la mise sous enveloppe des lettres plus tard. Et donc, à ce moment-là, la surface aurait été oblitérée par l'enveloppe. Il est possible aussi que ce soit au moment de l'ouverture de l'enveloppe qu'un dommage se soit produit. On voit, en tout cas par ce passage, que Enlili-Push procédait lui-même à la lecture de son courrier, puisqu'il dit « je n'ai pas pu la lire » et non pas « je n'ai pas pu me la faire lire, mon scribe n'a pas pu me la lire », ce qui aurait été une expression tout à fait possible. Une lettre de Yassi Dagan est très intéressante par la distinction qu'elle fait entre, parmi les gouverneurs de Katunan, entre des individus incultes et le destinataire de la lettre, Ilushunatsir, qui était un scribe de formation. Précédemment, Akinurubam, le bédouin, avait été investi de la fonction de gouverneur à Katunan, puis avait été Idinannu, un sot sans aucune expérience, qui y avait été installé. Maintenant, c'est toi, un scribe dont l'œil est clair et qui, depuis ta prime enfance, a été élevé à la porte du palais. Et Yassi Dagan poursuit la lettre en énumérant les malheurs qui ont été les siens sous les deux précédents gouverneurs, et il exprime son espoir que cela change grâce à la compétence du nouveau venu. Donc il y a une part de flagornerie dans ce texte, à l'évidence, mais la flagornerie n'est possible que si elle a un certain degré de vraisemblance, et donc ceci est, à mon avis, un élément qui permet de prouver que Ilushunatsir, le gouverneur de Katunan, savait lire et écrire. Et donc on voit, avec le nombre de témoignages qu'il est possible de recueillir, que les administrateurs, aussi bien à Mari qu'en province, étaient capables de lire et d'écrire eux-mêmes, non seulement des textes de comptabilité, mais aussi leurs courriers. On passe maintenant à une deuxième catégorie, celle des militaires. Eh bien, nous avons la preuve que le général Yassim El, qu'on a rencontré au début de ce cours, savait lire. En effet, Zimrilim lui a envoyé des tablettes secrètes avec des instructions très précises. Ces tablettes, lis-les toi-même et fais-les entendre par Rimdiya. L'insistance de Zimrilim montre que normalement Yassimel devait se faire lire son courrier par un scribe, mais en l'occurrence, comme il s'agit d'une affaire ultra confidentielle, il doit lui-même, et il y a insistance ici, lis-les c'est l'impératif, et ensuite on ajoute toi-même,
il doit lui-même lire ces tablettes donc, et ensuite en donner lecture à Khimdiya. Et on peut aussi convoquer cette lettre de Menihoum à propos de tablettes qu'il a reçues d'Eshnouna, donc de l'étranger, et le jour même où je les ai entendues, je les ai portées chez Monseigneur. Yassi Dagan les a lues en même temps que moi. Alors pourquoi cette précision ? D'abord parce que lorsqu'un fonctionnaire reçoit du courrier de l'étranger, il y a toujours une suspicion de collusion avec l'étranger. Et donc, dans le serment des gouverneurs, il y a l'obligation de faire suivre une tablette qu'on reçoit de l'étranger à son roi. Et c'est ce qu'il dit tout de suite. J'en ai pris connaissance et ensuite j'ai porté ces tablettes à Monseigneur. Mais en même temps, il ajoute que le général Yassi Dagan a lu ces tablettes en même temps que lui, de façon à ne pas pouvoir être accusé de comploter à l'évidence. Donc Yassimel, Yassi Dagan, ce sont deux généraux. Un troisième dont le nom ressemble, Yassim Dagan, est également capable de lire. On a vu tout à l'heure qu'il était mécontent envers le secrétaire du roi Shunuraralu, qui écrivait des lettres trop courtes, vous vous rappelez, et dans la même lettre, on a ce passage « C'est juré par la divinité protectrice de Monseigneur, je vais aller faire écouter ma présente tablette par Monseigneur ». Il est clair qu'ici, Yassim Dagan envisage d'aller prendre la place du secrétaire du roi. Et si on ne disposait que de ce passage, on pourrait avoir un doute sur la réalité de la menace, mais ce doute est dissipé par le fait qu'on a d'autres exemples de généraux capables de lire. Alors, est-ce que c'est un hasard si on voit tant de militaires qui ont des capacités de lettrés ? Eh bien, on peut penser que pour des raisons évidentes de sécurité, il fallait qu'un général puisse contrôler en personne son courrier, voire le lire en se passant du service d'un scribe. Et de la même manière, un général devait posséder une certaine culture en matière de divination, de façon à pouvoir apprécier les conclusions du ou des devins qui l'accompagnaient dans sa campagne militaire. Cette capacité à lire et à écrire qu'on a observée chez les généraux, on la voit aussi à un degré inférieur dans la hiérarchie militaire. Certains Oustachniel, qui avaient le rang de colonel, si vous voulez une approximation, écrit au roi Zimrilim, dans ces termes, « Tant que je n'aurai pas vu la tablette de Monseigneur, je ne quitterai pas la ville d'Inansura ». Il est question d'un ordre qui l'oblige à quitter cette ville où il était en garnison. Et donc, là encore, le fait d'être capable de voir la tablette n'a de sens que s'il est capable de la déchiffrer. Et son meilleur ennemi, son collègue Yamtsum, qui était en garnison lui aussi dans cette ville à la même époque, écrit cette lettre tout à fait intéressante avant que les courroies de la porte ne soient mises au soir, au moment où on ferme les portes. Une tablette de Monseigneur est arrivée. Au moment même où je l'ai vue, c'est dans mon cœur que les ténèbres sont tombées. Donc là encore, il y a cette idée qu'on voit une lettre et ceci semble bien montrer que la voir, c'est la lire, puisque pour que les ténèbres tombent, ça veut dire qu'on a compris le contenu de la lettre. Et Yamtsum pourrait bien avoir écrit une partie de sa correspondance, de même que celle de la princesse Kirum, avec laquelle il était très lié. Troisième catégorie, les devins. L'art du devin et l'art du scribe étaient à la fois distincts et complémentaires, comme le montre une lettre de Samétar où il est question d'un enfant à former dans ces termes, qu'on lui apprenne l'art du scribe, Tupcharutum, et l'art du devin, Barutum. Et je me sépare ici de la position qui a été exprimée par Jack Sasson il y a quelques années, qui estimait que les devins étaient majoritairement illettrés. La plupart des devins des archives de Marie, écrivait-il, ne savaient pas écrire. Jean-Marie Durand pense que Ascudum et peut-être Eripsim étaient des lettrés, mais il est peu vraisemblable que le même enfant ait reçu une formation de scribe en même temps qu'une formation de devin. Alors, il connaissait en écrivant cela ce texte, et il dit Durand cite un texte dans lequel un enfant doit être entraîné comme scribe et comme devin, mais ceci prouve la rareté de la coïncidence. Alors,
c'est toujours évidemment un argument qu'on peut prendre dans les deux sens. Et il ajoute le grand nombre de devins à une cour paléo-babylonienne à cette époque, où la capacité à lire et à écrire était hautement restreinte, rend ma conclusion probable. Et là, je dirais que c'est une pétition de principe en bonne et due forme, puisque si on admet au contraire que les scribes savaient lire et écrire, ça montre que ça n'était pas si restreint que cela. Et donc, on a des indications assez claires sur le fait que les devins étaient capables non seulement de déchiffrer l'écriture des dieux à la surface du foie des animaux sacrifiés, mais d'écrire eux-mêmes les comptes rendus ou les lettres qu'ils adressaient au roi lorsqu'ils exerçaient leur art à distance. Les rois savaient-ils lire ? Eh bien, je ne peux malheureusement pas répondre à cette question, mais là encore, on peut faire le parallèle avec la divination. Il paraît certain que les membres de l'élite étaient capables de commenter par eux-mêmes un présage. On a une lettre de Samsiadou, notamment, qui est assez claire à cet égard. Et donc, on peut penser que là aussi, ils avaient reçu une certaine formation en cunéiforme. Et dans la lettre que j'ai citée tout à l'heure, où on montre qu'un enfant doit être initié à la fois à l'art du scribe et à celui de devin, eh bien, le contexte montre qu'il s'agit d'un jeune prince qui est destiné au trône. Donc, ce document est tout à fait intéressant. Alors, il y a une lettre de Zimrilim à Mukhanishum qui peut faire penser que le roi de Mari savait lire, mais ce texte n'est pas d'interprétation complètement assurée, et donc je dirais qu'il reste un doute. En vue de la rédaction d'une lettre, il pouvait arriver que le roi sollicite l'avis d'un conseiller ou inversement qu'un proche lui soumette des suggestions. La liste des exemples est nombreuse, je me limiterai donc. D'un côté, on voit Zimrilim qui demande son aide à Samétar pour répondre à une lettre que Hammurabi de Babylone lui a envoyée. Une tablette m'est arrivée de Babylone, viens, que nous écoutions cette tablette, donc là on se la fait lire, que nous discutions et que nous y répondions. Donc là, il y a le désir par le roi de n'être pas seul face à son secrétaire pour dicter ou donner des indications pour la réponse. Et en sens inverse, eh bien, on a un exemple au moins où Samétar suggère une réponse à Zimrilim, et à l'intérieur de sa lettre à Zimrilim, il dit que mon seigneur écrive de cette manière, et vous avez tout un long passage où il formule la lettre qu'il aimerait bien voir Zimrilim écrire en réponse au roi d'Alep, Yarimlim. Pour conclure, je dirais donc qu'on voit clairement qu'il existait trois façons de faire différentes, et dans deux situations. Premièrement, on pouvait avoir recours à un scribe, et dans ce cas-là, on avait le choix entre deux façons de faire. Soit on dictait la lettre, ce qui était une façon d'être sûr que le libellé correspondrait exactement à ce qu'on souhaitait, mais qui a l'inconvénient, évidemment, de contraindre le scribe à prendre sous la dictée, ce qui suppose qu'il écrive rapidement, ou bien à s'interrompre pour qu'il ait le temps de suivre. Ça, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien avoir des indications plus précises, d'ailleurs. La capacité des scribes à suivre un discours. On a un texte d'école dans lequel un écolier se vante, justement, que sa main est capable de suivre le rythme de la bouche, ce qui semble vouloir dire qu'il est capable d'écrire sous la dictée, mais c'est présenté comme plus ou moins un exploit. Donc, première possibilité, la dictée. Deuxième possibilité, au contraire, on indique à son secrétaire dans quels termes répondre, et c'est le secrétaire qui rédige, et on verra bientôt qu'à ce moment-là, il y a une relecture qui existe. Et puis, le troisième cas de figure, c'est celui dans lequel les gens, ayant reçu une formation de scribe, sont capables d'écrire et de lire eux-mêmes leur courrier. Je vous remercie de votre attention.